Bel bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Tchoupoutet, l'émission qui participe à la déconstruction de certains sujets. Et aujourd'hui, on va continuer avec l'intersectionnalité qu'on a déjà vu la semaine dernière avec nos invités. Mais avant de parler de nos invités, oui, évidemment, vous voyez que c'est tout nouveau, que cette fois, c'est moi qui suis à l'animation parce que Jonathan, effectivement, n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, c'est ma tête que vous allez voir aujourd'hui. Bon, c'est pas sûr que ça va rester comme ça, mais en tout cas, pour ce soir, ce sera le cas. Donc, un petit big up à Jonathan, à Audrey aussi, donc l'équipe, la team Tchoupoutet. Et on va commencer avec nos invités. Donc, je vais vous demander de vous représenter, mesdames, en commençant par celle qui veut. Alors, bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis Nil Kivar, je suis afro-féministe. Je suis aussi, dans le cadre professionnel, intervenante sociale sur les questions notamment d'égalité filles-garçons, sur les questions de harcèlement scolaire, de harcèlement sexuel, etc., au sein de l'association Combit. Je suis également formatrice, notamment en violence sexiste et sexuelle, enfin sur les sujets de violence sexiste et sexuelle. Je fais aussi des ateliers d'art plastique. Ok, merci Nil. Ensuite, qui avons-nous ? Donc moi, c'est Yemanja. Je suis artiste, créatrice sonore. Je suis aussi donc intervenante sociale avec Combit, avec Nil et Ulrich depuis 2024. J'ai beaucoup travaillé dans l'éducation populaire, l'animation socioculturelle et j'ai également beaucoup milité dans différents domaines, que ce soit les quartiers populaires, le féminisme, les luttes décoloniales. Voilà. Ok, donc comme je l'ai dit, donc, dans notre émission, on a commencé la semaine dernière le premier volet sur l'intersectionnalité. On continue aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur qu'est-ce que l'intersectionnalité, mesdames ? Alors, comme on l'a expliqué la semaine dernière, l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été théorisé, enfin le mot a été posé par Kimberly Crenshaw, qui est une militante afroféministe afro-américaine, et qui est une militante aussi qui travaille dans le domaine du droit. Et donc ce terme-là, elle a posé pour qu'il y ait une juridiction pour parler de spécifiquement ce que pouvaient subir les femmes noires aux États-Unis, qui sont à l'intersection entre le sexisme et le racisme. Donc quand on parle d'intersectionnalité, c'est vraiment le fait de croiser les différents systèmes de domination. C'est déjà considéré que la société, les sociétés occidentales, si on peut dire, fonctionnent sur des systèmes de domination que sont le patriarcat, le racisme, le colonialisme, le capitalisme, le classisme, qui découle du capitalisme, l'homophobie, effectivement, la grossophobie, le validisme. Donc tous ces systèmes-là vont s'imbriquer les uns dans les autres, et donc au travers de nos identités, de nos parcours, on va en fait cumuler parfois différentes oppressions. Et donc, ce qu'on voyait la semaine dernière, c'est qu'il y a de la complexité en fait dans cette analyse et dans l'intersectionnalité, parce qu'à la fois on cumule des oppressions, mais à la fois on peut aussi être privilégié sur certains plans. Donc, de mettre ces lunettes-là en fait de l'intersectionnalité, ça permet de observer le monde avec sa complexité en fait. Ok, Nil, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je trouve que Yemanja a très bien défini, c'était très complet, c'est très bien. Ok, bon, on va continuer. C'est quoi le rapport avec la Martinique ? Alors, déjà, le rapport avec la Martinique, pour pouvoir comprendre ce rapport-là, il faut déjà aller chercher le contexte. Le contexte dans lequel on est, il n'est pas neutre, c'est un contexte particulier. Premièrement, si on retourne un petit peu à la société est basée sur quoi ? Eh bien, si on part de l'esclavage, elle est basée sur une hiérarchisation raciale. Donc, avec pendant l'esclavage, donc une hiérarchie entre les colons blancs, qui sont appelés les béquets, qui détenaient donc l'essentiel du pouvoir économique épolitique, en bas, les esclaves afro-descendants, africains et toute leur descendance, qui étaient relégués en fait à des classes sociales inférieures, sans oublier bien sûr les Kalinago et les populations indiennes. Donc déjà, ça c'est
ce sur quoi notre société se base. C'est pas neutre. D'ailleurs, ça persiste aujourd'hui à travers le colorisme ou en fonction du temps, de la teinte de la peau, en fonction de si vous êtes clair ou si vous êtes foncé, vous ne serez pas perçu socialement de la même manière et vous n'aurez pas non plus les mêmes opportunités économiques. Aussi, ça veut dire aussi que 1% de la population possède une part importante des terres agricoles et des grandes entreprises, notamment la grande distribution et l'agroalimentaire. Donc ça, c'est déjà le contexte, la base en fait. Il y a aussi les inégalités économiques avec la négrophobie qui découle du racisme systémique, où en fait les accès aux postes à responsabilité sont limités pour les personnes qui sont noires et encore plus pour celles qui sont foncées de peau, par exemple. Aussi le fait que la monoculture de la canne à sucre et la dépendance en fait aux importations freinent le développement d'une économie locale diversifiée. Donc du coup, ça crée des inégalités. La dépendance aussi à l'Hexagone pour les biens de consommation notamment et les subventions, du coup ça vient renforcer une forme de néocolonialisme économique. Donc voilà, il y a une disparité des richesses. Un petit chiffre, en 2019, 20% des Martiniquais étaient en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est énorme. Aussi, il y a le mythe de l'assimilation. Donc la Martinique, c'est un département français depuis 1946. Et même si donc, le droit du travail et les prestations sociales sont alignés sur l'Hexagone, ici, il n'empêche que il y a 40% de plus au niveau de la vie, le coût de la vie en fait est beaucoup plus élevé à hauteur de 40% que là-bas. Donc ça aussi, ça fait partie du contexte. Il y a aussi peu de reconnaissance de la culture créole et de l'histoire martiniquaise. Tout ça, ça reste partiel en fait dans l'enseignement scolaire. Donc je rappelle que jusqu'aux années 1980, les enfants étaient sanctionnés s'ils parlaient créole à l'école. Et ça d'ailleurs, c'est un nom, ça s'appelle la créolophobie. Créolophobie, donc c'est le mépris du créole par rapport à la langue française. Dans le contexte, il y a aussi un contexte écologique désastreux, puisque en Martinique, il y a eu un crime environnemental dit colonial, puisque donc le chlordécone qui a été une catastrophe sanitaire majeure, puisque 92% des Martiniquais sont contaminés au chlordécone. Et ça entraîne des maladies graves, comme le cancer de la prostate, où, je le rappelle, on a le taux le plus élevé de cancer de la prostate au monde. Et donc, ça peut être considéré comme une forme d'éco-racisme, d'éco-oppression. Aussi, il y a, dans le contexte actuel, les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, Yemanja va nous en parler plus en profondeur, mais on remarque quand même que au niveau, par exemple, de la charge mentale des femmes, tout simplement, les chiffres sont quand même encore très inégaux. On est sur les tâches domestiques, par exemple, à 70% contre 30%. Donc 70% pour les femmes, 30% pour les hommes. Aussi au niveau des violences sexuelles, on rappelle que donc 97% en Martinique, 97% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Et majoritairement, les femmes sont les victimes. À 80%, il me semble. Donc voilà, il y a des inégalités à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut appeler l'oppression religieuse.
dont tu peux nous parler d'ailleurs. Tu finis la liste des oppressions et ensuite... Voilà, alors, on va aussi en parler tout à l'heure, mais il y a une oppression qui est très marquée aussi, c'est l'homophobie. Donc l'oppression sur les personnes LGBTQIA+, où on retrouve notamment dans les chansons, dans les médias populaires, on va dire, beaucoup d'appels au meurtre, d'appels à la haine contre les personnes LGBTQIA+. Ok, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter avant de faire un focus sur certaines oppressions ? Oui, en fait, quand j'écoutais ce que tu disais, ça me faisait penser au fait que la semaine dernière, on a parlé de la notion de faire peuple et que, en fait, de citer toutes ces oppressions, c'est aussi ce qui fait barrage, en fait, au fait de faire peuple. C'est que toutes ces couches d'oppression qui se superposent les unes aux autres, c'est exactement ce qui fait que c'est compliqué ensuite d'avoir une Martinique unie, puisque à l'intérieur, différentes communautés vont subir différentes formes d'oppression et que des fois, en plus, on est à l'intersection de ces différentes communautés-là. C'est vrai que j'entends souvent, oui, on n'est pas assez solidaires, on n'est pas assez unis, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Alors, bon, c'est l'avis voilà, mais c'est vrai que malgré tout ça, on a quand même des figures en fait de révolte, notamment anticoloniales, anti-esclavagistes comme Solitude, comme Lumina Sophie. Et en fait, malgré justement toutes ces fractures en fait à l'intérieur de notre société, on arrive à certains endroits à se retrouver. Mais c'est vrai que qu'est-ce que ça serait si, justement, on arrivait à faire peuple, comme tu dis, Manja. Ce serait... Waouh. Ok, donc on va faire un petit focus sur certaines par rapport à l'assimilation concernant les infrastructures. Oui. Oui, tout à fait. Donc, tu parlais du fait que la Martinique soit un département français et malgré ça, il y a quand même des disparités entre les infrastructures publiques qu'on va trouver en Hexagone et les infrastructures publiques qu'on va trouver ici, où notamment il va y avoir des manques, pour donner quelques exemples, que ce soit le réseau d'eau qui est dégradé et du coup on a régulièrement des coupures d'eau et que ça c'est des problèmes qui sont à l'échelle de tout le territoire et que si on était considéré réellement comme un département français, ça veut dire que c'est à l'État français d'intervenir et que ça c'est des problèmes qui durent quand même depuis un certain nombre d'années. Pareil pour les transports publics qui sont pas assez fréquents, où il y a de nombreuses personnes qui sont tributaires de tous les problèmes liés au transport public. Les écoles vétustes, des déserts médicaux, enfin voilà. Donc du coup, il y a quand même si on a donné le terme de département, il y a effectivement déjà les écarts de prix, mais aussi en termes de traitement d'infrastructures publiques et donc de la responsabilité de l'État concernant un de ces territoires, il y a de gros manquements en fait, et qui pour moi traduisent aussi une forme d'hypocrisie quand on parle de département, puisque on n'est pas traité de la même manière que d'autres départements en Hexagone. Ok, je voulais rajouter du coup l'état de nos hôpitaux, d'ailleurs qui sont l'hôpital en tout cas, Pierre Zobda Quidman, où il y a souvent en fait des grèves qui se répètent et qu'il y a une grosse difficulté sur l'accueil des personnes, notamment aux urgences. Le système éducatif, où pareil en fait il y a plusieurs disparités qui sont posées par rapport à comment les enfants sont éduqués dans nos territoires et en Hexagone. Et alors quand tu parles de la problématique de l'eau, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est l'assainissement. Et effectivement, l'eau n'arrive pas, déjà elle a du mal à arriver au robinet, donc il y a des coupures. Il y a le fait que la tuyauserie, du coup, est aussi assez vétuste, mais il y a aussi le fait de l'assainissement de nos eaux usées, comment elles sont traitées, comment elles sont rejetées, où elles sont rejetées, quel est son impact en tout cas sur l'environnement. On n'en parle pas, alors que les personnes qui travaillent dans ces domaines-là savent que c'est quelque chose qui est assez primordial dans les catastrophes écologiques qui touchent la Martinique. Donc je voulais quand même pointer du doigt le fait que l'assainissement, il ne faut pas qu'on oublie et qu'on le mette en avant. C'est ça, en fait, on se rend compte très rapidement que tout est lié, en fait. L'écologie, le classisme, enfin l'éco-colonialisme, le classisme, en fait, tout ça, c'est
c'est imbriqué et il y a une particularité dans cet outil d'analyse qui est l'intersection, c'est que on ne peut pas juste tirer une oppression et être aveugle sur les autres, en fait. Quand on en tire une, les autres viennent avec. Elles sont imbriquées et c'est d'où l'importance, en fait, d'avoir cet outil d'analyse. Exactement. Justement, comme on a parlé d'écologie, est-ce que tu peux nous faire justement un point sur... Oui, et je trouvais ça intéressant, le point que tu soulevais sur l'assainissement des eaux usées, mais c'est que je trouve que tout ça, ça s'inscrit aussi dans la même logique coloniale, c'est-à-dire que la façon dont on est arrivé, et ça fait lien aussi avec l'idée de faire peuple, c'est que la façon dont on est arrivé sur cette île, sur ce territoire-là, pour la plupart d'entre nous, et du coup de nos ancêtres, c'était pas un choix, on est arrivé, c'est le résultat d'une déportation. Donc ça veut dire que on a peu d'agentivité dans la façon dont on peut réfléchir notre façon d'habiter en fait l'espace dans lequel on est, et que je pense que c'est ça, moi, ce qui me semble primordial en fait, et ce dont on a besoin, c'est de pouvoir retrouver de l'agentivité et réfléchir à la manière dont on a envie et dont il nous semble sain aussi d'habiter et de cohabiter en fait les uns avec les autres, et du coup notamment en pensant à des systèmes écologique, mais bon, j'aime pas forcément trop ce terme, c'est plus de s'intégrer en fait avec le vivant, le non-vivant, l'environnement dans lequel on est, et que du coup ça veut dire comment on pense la façon d'assainir nos eaux puisqu'on est sur un territoire insulaire, et ça veut dire aussi quelles ressources énergétiques on a ici, et qu'il y a un tas de non-sens et qui répondent plutôt à un agenda et à des prérogatives coloniales qu'à une logique de faire peuple, et à une logique dans laquelle on réfléchit comment s'intégrer dans l'environnement et avec le vivant et le non-vivant. Et notamment, par exemple, ne serait-ce que d'avoir une centrale électrique qui est alimentée en fuel qui vient par bateau. C'est un non-sens quand on considère qu'ici on est sur une île volcanique, on pourrait utiliser la géothermie, donc on pourrait utiliser l'énergie hydraulique, on pourrait utiliser la géothermie, on pourrait utiliser les panneaux solaires, on pourrait utiliser des éoliennes. Il y a énormément d'énergie et de ressources qu'on a au local, et dont on pourrait en fait aussi se saisir en tant que peuple martiniquais. Et on est toujours dépendant de l'État français et dans une sorte de continuité territoriale, mais qui nous rend surtout en fait dépendants d'un système qui est à la fois pas écologique, qui est à la fois pas non plus économique, et qui ne nous permet pas d'être autonomes. Et donc du coup voilà, quand on parle de lien d'intersectionnalité, je trouve que voilà la question de l'écologie, elle est complètement reliée avec la question du colonialisme, puisque la façon de faire, de penser notre rapport avec notre environnement, elle est teintée de cette logique coloniale, qui est une logique qui vise à extraire en fait des ressources, extraire des ressources des sols, extraire des ressources aussi humaines. Donc l'histoire même de notre arrivée sur cette île, c'est une histoire d'extractivisme en fait. C'est d'aller prendre des ressources humaines à un endroit, les amener à un autre, et faire en sorte d'exploiter ces corps pour qu'ils puissent exploiter à leur tour la terre et produire de la richesse qu'une certaine partie de la population va accumuler. Et cette même logique-là, ce modèle, je trouve qu'à plein d'endroits, il reste en fait le même. Et que pour pouvoir faire peuple, c'est intéressant de réfléchir à comment nous-mêmes, du coup, on peut se ressaisir de maintenant, c'est chez nous, c'est là où on est, c'est là où on vit. Qu'est-ce qu'on a à notre portée et comment on peut s'organiser collectivement pour faire des choses qui font sens, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser au fait qu'on est assez pionnier en Martinique sur ces questions-là, puisque García Malsa, dès 1991, a écrit un livre qui s'appelle Mutation Martinique, où il parle de l'écologie politique. Et il parle du fait qu'on devrait justement, quand on se saisit de la politique, mettre en avant l'écologie. Et ça me fait penser à autre chose, c'est-à-dire que j'ai vu qu'on s'intéresse à savoir si on a du pétrole, si on a de l'or dans notre ZEE, zone économique exclusive. Mais en fait, ça rentre dans cette logique-là. Ça veut dire que nous-mêmes, on a intégré que le fait d'extraire des minerais en plus fossiles va nous permettre de nous enrichir. Mais en fait, on est en train de marcher sur la tête, parce qu'au niveau mondial, avec les COP qui se font un peu partout, on est en train de réfléchir au fait qu'on va arrêter sur l'extractivisme et passer sur des énergies renouvelables. Et on se gosse, en fait, qu'il y a du pétrole ici et que ce serait bien qu'on se sépare de la France pour pouvoir l'exploiter. Je rappelle à ceux qui nous
regarde, en tout cas de regarder le syndrome d'Amsterdam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, notamment justement les Pays-Bas, qui se sont basés sur le fait qu'ils avaient du pétrole, ou le Venezuela, et du coup on en profitait pour effectivement développer une économie autour de cela, parce qu'ils avaient énormément de rentes qui rentraient par rapport à cette richesse finalement. Et en fait, le problème, c'est que comme ils n'ont pas diversifié leur économie par rapport à ça, à un moment donné, surtout quand il y a une chute des cours du pétrole, ce sont des choses qui sont décidées par, non pas ceux qui extraient du pétrole, mais les forces, les puissances, comme les États-Unis, etc. Donc quand il y a des chocs, en fait, le cours du pétrole baisse et en fait, ils se retrouvent en difficulté. Donc quand on met en avant ce modèle-là, sans comprendre qu'au niveau mondial, en fait, il y a beaucoup de pays qui sont en train de revenir là-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont basés sur une ressource et que, en fait, quand le cours en fait baisse et qu'en plus on change au niveau écologique, en fait, c'est pas potalant. Donc, quand tu parles justement de cette écologie politique et écologie décoloniale, c'est important aussi qu'on se défasse de certains schémas qui fait que si on repart là-dessus sur exploiter de l'or ou du pétrole, on va certainement aussi avoir une logique décoloniale, ou coloniale plutôt. Oui, surtout que les désastres écologiques qui sont autour de ces exploitations en fait, des richesses, qu'elles soient minières, de pétrole ou autres, elles retombent en premier sur les populations qui sont dans des populations vulnérables en fait. Par exemple, l'épandage du chlordécone, c'était sur des populations plutôt de la campagne et plutôt en situation de précarité, ou en tout cas en vulnérabilité, et des populations noires. Les classes populaires. Des classes populaires, et donc là aussi on voit en fait les retombées de cette prédation en fait des ressources. Pareil, un exemple plus général, au Congo, tout ce qu'il y a dans vos portables, donc ce qu'on appelle le lithium, c'est en fait principalement au Congo que c'est extrait, et qui va dans les mines en fait c'est les Congolais surtout. Alors là du coup pas seulement des adultes mais aussi des enfants, des femmes, et les conditions de vie sont extrêmement dures et ils sont payés une misère, et en plus de ça il y a une guerre en cours pour justement s'approprier, je crois que c'est entre le Rwanda et justement le Congo, pour pouvoir s'approprier ces ressources. Donc en fait à tous les niveaux les personnes en fait qui subissent toutes ces oppressions là sont perdantes. Ouais. Et en plus, réfléchir uniquement dans une économie capitaliste mondiale, ça nous empêche de nous penser à l'échelle locale en fait, de comment on se nourrit, comment on nourrit la population juste à l'échelle locale, plutôt que de chercher à faire du profit dans des commerces internationaux, dans de l'import-export, mais déjà juste nos terres, la question des terres, comment on pourrait, tu parlais tout à l'heure du chlordécone, de la monoculture aussi, et donc comment on peut aussi reprendre le pouvoir sur nos terres, en fait, de pouvoir cultiver, d'avoir une agriculture diverse et qui permette de nourrir la population locale, et que toutes ces logiques de profit ne répondent pas à ces questions-là qui sont vitales, en fait. C'est ça. J'avais vu un documentaire, je crois que ça se passe au Brésil, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, en fait, c'était aussi cet impact qu'a cette prédation sur les ressources. Il n'est pas seulement écologique, il n'est pas seulement économique, il n'est pas seulement il y a toutes ces choses, mais il y a aussi en fait l'impact sur, par exemple, les femmes, parce que les ouvriers qui viennent exploiter ces ressources qui sont il y a une sorte d'exode en fait d'hommes, et donc s'ouvrent des maisons closes, ou bien il y a une prédation sexuelle en fait sur les femmes et les jeunes filles, et ce qui fait que au niveau de l'écologie, au niveau des violences sexistes et sexuelles, au niveau de la classe sociale aussi, c'est absolument catastrophique. D'ailleurs, on est sur, quand tu as parlé justement des violences sexuelles et sexistes, à votre avis, quelles sont les causes qui font que ces violences sont aussi visibles et présentes, en tout cas en Martinique? Moi, je pense que ça s'inscrit aussi dans l'histoire à la fois coloniale et esclavagiste. Et
En fait, je pense qu'il faut comprendre déjà que ça s'appuie sur 2 systèmes, entre autres, mais principalement 2, que sont le patriarcat et le colonialisme. Et que ces systèmes-là, pour fonctionner, ils ont besoin de créer, de construire un modèle d'homme qui va être très précis et très figé, qui ne doit pas bouger, parce que c'est ce modèle d'homme-là dont on a besoin pour nourrir ces systèmes. Et donc ce modèle d'homme, ça doit être un homme qui est fort physiquement, ça doit être un homme qui a peu d'émotions, qui réprime ses émotions, ça doit être un homme qui a une grande capacité de reproduction. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'un homme qui est fort physiquement, c'est un homme qui peut travailler plus longtemps, qui peut faire plus de travail, donc dont on va pouvoir extraire plus de richesse, en fait, puisqu'il va produire plus. Un homme qui réprime ses émotions, c'est un homme qui ne va pas avoir de limite dans sa façon de travailler, puisqu'il ne ressent pas la douleur, puisqu'il est coupé de ses émotions. Et il y a aussi moins de chances qu'il se rebelle s'il n'est pas connecté à ses émotions. Donc il va être plus docile. Et un homme qui a une grande capacité de reproduction, donc on encourage des hommes qui vont avoir plein de conquêtes, que c'est valorisé en fait ce type d'homme-là, mais un homme qui va beaucoup se reproduire, créer beaucoup d'enfants, il crée beaucoup de main-d'œuvre pour ces systèmes, pour le système colonial en particulier. Et donc, c'est ce modèle-là, en fait, d'homme, je pense, qui est perpétué dans l'éducation, dans la culture, dans les stéréotypes, en fait, qu'on va véhiculer et qui va être valorisé parce qu'il sert à la fois ces 2 systèmes, en fait. Et que le système patriarcal, il a besoin d'une répartition genrée du travail et d'une distinction vraiment binaire et très clair, des genres très simplistes en fait, parce que là le modèle d'homme que je viens de décrire, il est vraiment très simpliste, très basique, mais c'est ce dont le système a besoin, de ne pas rajouter de complexité, parce que si on met de la complexité, si on met des émotions, il peut y avoir, si on met de l'esprit critique, si on met, du coup ça devient plus clair et le système il vacille en fait. Et donc je pense que en même temps, alimenter ce modèle d'homme, c'est aussi alimenter un modèle d'homme qui va être plus sujet à la violence, en fait. Parce que je pense aussi que quand on est coupé de ses émotions, ça crée des frustrations, ça crée en fait aussi une violence qui va se répercuter à d'autres endroits, en fait, là où on n'est pas opprimé. Et donc, pour les hommes, du coup, ça va être vis-à-vis des femmes, et en particulier des femmes noires, en fait, qui sont aussi dominées par le système colonial, mais qui sont dominées par le système patriarcal dans lequel les hommes vont être avantagés. Et donc je pense que le fait d'être à l'intersection dans la Caraïbe et en particulier en Martinique du patriarcat et du colonialisme, ça favorise aussi la construction de masculinité toxique et violente, et que c'est vraiment un système qui est créé parce que ce système s'en nourrit. Nil, oui. tu veux... Oui, en fait, c'est vrai que ça me fait penser, effectivement, pendant l'esclavage, si on voulait plus de petits... Enfin, si le colon, en fait, voulait plus de petits esclaves et de main-d'œuvre, effectivement, il allait inciter, en fait, l'homme à se reproduire à un maximum. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont fiers de ça, en disant oui, moi j'ai plein de conquêtes, etc., sans réaliser que ça vient de là aussi, en fait. Ça vient de là, les familles monoparentales, où en fait c'est des femmes, parce que les hommes sont pas dans les foyers, ils ont des doubles, triples, quadruples, quintuples familles. Mais en fait, ça vient de là. On le sait tous, c'est un peu tabou, on le sait tous, mais c'est une réalité qui, encore une fois, nous divise. C'est une réalité qui, encore une fois, nous divise. Et tant qu'on n'aura pas mis de la lumière, d'où l'intérêt d'en parler, et merci pour ça, Yemanja, tant qu'on ne met pas de la lumière dessus, on est condamné à le répéter. Et moi, ça m'attriste particulièrement le fait que, toujours dans cette même idée de faire peuple, c'est un frein au fait de faire peuple si l'oppression coloniale que subissent les hommes noirs, en fait la colère qu'elle génère et toute la frustration qu'elle génère, elle se transforme en violence à l'égard des femmes noires. Ça empêche de s'allier et de lutter ensemble contre un même oppresseur, en fait, qu'on subit ensemble. Mais du coup, voilà, ça met des freins aussi dans des espaces de lutte. On en parlait aussi la semaine dernière, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent, de se retrouver en tant que femme noire à être, de subir les doubles oppressions et du coup de ne pas pouvoir forcément trouver des alliés
dans sa propre communauté, enfin en tout cas auprès des hommes noirs, quoi. Non, c'est clair. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup le système colonial parce que du coup, l'homme va reproduire il va chercher en tout cas du pouvoir là où le système lui en fournit. Comme tu l'as dit, justement, le fait d'être étalon, donc sur les femmes, sur les enfants, sur justement des catégories qu'il va pouvoir oppresser. Et en fait, il va rentrer effectivement là-dedans, la tête baissée finalement, et ne pas se rendre compte que le problème vient de là. Il ne vient pas des féministes qui vont pointer du doigt ces comportements-là parce qu'en fait, elles sont en train de lutter contre ces oppressions-là. Ils ne se rendent même pas compte, en fait, on ne se rend pas compte d'ailleurs, que c'est le système colonial qui veut bien justement qu'on use de notre pouvoir pour ne pas faire peur, comme tu le dis, pour justement que la colonie reste et que ce soit toujours, par exemple, l'homme blanc qui soit au sommet de la montagne et qu'on ne va même pas le chercher, en fait, parce qu'on est dans ces luttes de pouvoir entre hommes et femmes. Donc finalement, quand on entend souvent que oui, mais on devrait prôner la complémentarité, ça, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, il faut se responsabiliser. Il faut déjà se rendre compte qu'il y a ce problème-là et ensuite aller dans les espaces qui permettront d'avoir cette complémentarité. Mais on est tous les trois, justement, des travailleurs sociaux à Combit. Il y a combien de comédiens hommes? D'ailleurs, c'est peut-être le moment de faire un Voilà. Donc, justement, tous ceux qui veulent travailler sur la complémentarité homme-femme, en fait, engagez-vous pour faire de la prévention, pour prôner justement cette complémentarité. Et ne vous cachez pas, en fait, derrière une multitude d'excuses qui vont finalement valider le statu quo et le fait qu'il y aura toujours ces oppressions-là. Oui, c'est ça. En fait, encore une fois, diviser pour mieux régner, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et comme je disais, imaginez si on est ensemble. Imaginez, je pense que c'est peut-être la pire crainte du système colonial, c'est qu'on finisse par se dire, attendez, mais on n'a pas un ennemi commun. C'est ça. Et aussi, quand tu parlais de la manière dont les hommes perçoivent en fait ces luttes, je vous recommande Joëlle Kabyle, qui est une sociologue martiniquaise qui a fait en fait carrément une thèse en fait sur les masculinités caribéennes et qui est très 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 intéressante parce que je trouve que ça déconstruit déjà beaucoup de stéréotypes sur la masculinité caribéenne et puis même en tant que femme c'est intéressant en fait de savoir mais quelles sont les sources de toutes ces choses et messieurs allez voir sa thèse, elle est super. Donc ça permet justement d'appuyer sur le fait que ce qu'on dit là ne se base pas que sur du ressenti. Il y a effectivement du ressenti, mais les sciences sociales travaillent sur ces sujets-là. Exactement. Donc tu as nommé Joëlle Kabyle, j'avais envie aussi de nommer Nadine Le Faucheur, Nadia Chonville, Roger Cantacuzem, qui font des travaux justement là-dessus, qui ne sont pas lus, très peu lus justement de ceux qui sont les grands critiques de toutes ces choses-là, et qui se disent « Oh mais non, c'est votre ressenti, mais non, mais les choses évoluent, etc. » En fait, les sociologues travaillent là-dessus. Ah oui, il y a des chiffres. Et justement, on parle. Et il y a eu une émission qui a été faite où c'est un sociologue qui ne s'intéresse pas du tout à ces problématiques-là qui a été invité sur le plateau. Ce serait intéressant que ce soit les spécialistes en fait, de ces sujets-là qui parlent. Et pas des personnes qui sont totalement étrangères et qui viennent donner finalement un avis qui n'est pas lié au sens social. Donc on voulait les citer pour dire qu'on ne fait pas du travail à moitié dans tout tête et qu'on s'appuie sur des sources solides. Tout à fait. Et pour compléter par rapport à la question de les liens entre colonialisme et patriarcat et donc qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve aussi avec des chiffres élevés en termes de violences faites aux femmes en Martinique, c'est aussi que, mais je le disais la semaine dernière, mais tous ces systèmes, ils s'appuient sur la même logique, la même base, c'est-à-dire de déshumaniser. Et une fois qu'on a déshumanisé un individu, c'est beaucoup plus facile de perpétuer des violences, puisque si c'est même pas un être humain, on n'a pas d'empathie. Et donc, et en fait, c'est cette même base qui alimente un système colonial. Donc, on déshumanise des personnes noires, et en fait, on va même aller jusqu'à créer des lois pour justifier qu'ils sont pas humains. Vous voyez bien. Donc, eux, ce sont des biens meubles. D'aller même chercher auprès de l'Église, de dire non, d'après Dieu, normalement, ce sont pas des humains. Et du coup, pour justifier que si ce sont pas des humains, on peut les exploiter. On peut leur faire subir les pires atrocités. Et c'est exactement en fait cette même logique qu'il y a dans le patriarcat et dans le sexisme. En fait, c'est que lorsque des hommes manquent d'empathie vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire que l'exploitation des corps des femmes, que ce soit pour la reproduction, que ce soit pour les travaux ménagers, que ce soit pour de gérer le foyer et tout ça, c'est aussi, et toutes les violences aussi sur les corps, donc les féminicides,
les violences conjugales, les violences sexuelles, c'est aussi parce que ça part d'une déshumanisation. C'est-à-dire qu'on a coupé l'empathie vis-à-vis de l'individu, et donc les violences que l'individu va subir ne nous affectent pas, puisque du coup c'est normal en fait, et on va pouvoir s'appuyer sur un tas de choses pour dire mais oui, mais la place de la femme c'est la cuisine, mais oui, mais machin, on a plein d'arguments pour justifier ce qui se passe, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on est en train de déshumaniser une partie de la population, et pour justifier des violences et pour justifier son exploitation, et que le système esclavagiste donc non seulement a créé a construit un modèle d'homme qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure, mais aussi s'est appuyé sur la force de reproduction des femmes noires. Et donc la force de reproduction des femmes noires, c'est-à-dire que c'est les femmes noires qui sont responsables de créer de la main-d'œuvre pour ce système. Et donc ça veut dire aussi que leur sexualité, elle n'est à aucun moment un choix. Ça veut dire que leur sexualité et leur corps appartiennent aussi au système esclavagiste, et donc leur seul rôle dans ce système, c'est de produire des enfants et de s'en occuper, de les faire grandir pour qu'ils deviennent ensuite une main-d'œuvre dans la plantation. Et donc ça crée aussi, même quand ce système est aboli, une logique dans laquelle les corps des femmes sont déshumanisés et sont des appareils reproductifs, et que la façon dont la sexualité en fait se déroule, c'est une sexualité qui est violente en fait. De manière inhérente, c'est devenu une sexualité qui est violente, et que ça demande, si on considère cette histoire-là comme un trauma collectif, ça demande de venir guérir ce traumatisme pour repenser aussi la sexualité, repenser les rapports au corps et nos rapports en fait entre hommes et femmes, et entre communautaires en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu dis qu'il faut guérir en fait ce traumatisme, je rappelle effectivement, je pense que, je sais pas si tu faisais référence à ça, mais effectivement pendant l'esclavage, les viols en fait étaient monnaie courante, et de la part du colon, et de la part de l'homme noir en fait, de l'homme esclave. Et du coup, ça c'est quelque chose. La première partie, ok, on arrive à voir parce que c'est le colon et que c'est plus facile, mais la deuxième partie, il faut la voir aussi. C'est-à-dire que c'est je prends, et puis voilà, de toute façon, comme tu as très bien dit, l'autre n'est pas humain, l'autre ne sert qu'à ça, donc c'est ok. Et c'est quelque chose, on peut parler même presque d'épigénétique, parce que c'est quelque chose qui se transmet avec les stéréotypes, avec la socialisation depuis le tout jeune âge, avec tous les espaces de socialisation, les médias, la religion, la tradition, la famille, l'école, etc. Et ça se transmet aussi, moi j'en suis persuadée, de manière dans le corps en fait, dans le corps. Et pour pouvoir, on va dire, éradiquer en fait ces violences à l'égard des femmes, du corps des femmes, je pense que ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire à la base de base. Ok, donc tu as parlé tout à l'heure d'oppression religieuse, donc le fait que certaines spiritualités, effectivement, sont diabolisées, pour le coup. Donc, tu parlais justement d'un mécanisme qui est récurrent. Donc, on déshumanise, on diabolise, et du coup, on considère, par exemple, que c'est de la sorcellerie. Alors que dans les zones d'origine, finalement, de ces pratiques spirituelles, en fait, c'est une pratique spirituelle comme une autre. Donc, et justement, il y a ce regard colonial qu'on va accepter tout ce qui vient justement d'Inde et toute leur spiritualité, mais par contre, celles qui vont venir justement du continent africain, elles sont systématiquement diabolisées. Et ce qui fait que ça a un impact justement sur les pratiquants qui vont avoir tendance à se cacher. Tous les rituels qui peuvent se faire autour de ça, on va considérer que c'est du tiens-bois. Il y a une méconnaissance au niveau du tiens-bois en pensant que ce sont que des choses qui sont maléfiques, alors qu'en fait on comprend que le tiens-bois c'est aussi des pratiques qu'avaient finalement les peuples autochtones, donc les Kalina, complétées par l'apport de peuples qui viennent au niveau de l'Afrique de l'Ouest notamment. Donc c'est une oppression justement à laquelle on pense très peu, parce qu'il y a surtout cet impact justement de la religion chrétienne qui est dominatrice en Martinique et qui produit effectivement une oppression pas formelle et institutionnelle, parce que
il y a une séparation dite de l'Église et de l'État. Mais s'il y a une séparation de l'Église et de l'État, on voit bien effectivement que comment ça se fait en fait que dans un pays dit laïque, en fait, les autres pratiques spirituelles sont totalement mises de côté et on justifie leur oppression par différentes mythologies qui peuvent avoir autour de ces pratiques-là. Oui, et puis il peut y avoir aussi des discriminations, ça peut aller loin, des insultes, des coups, voilà, des agressions physiques et verbales, bon, ça va loin. Et alors aussi, je voulais revenir quand on parlait des violences en fait sur les corps, il y a, j'ai l'impression. Ça, c'est moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion, pour aller sur l'homophobie, par exemple, il y a une confusion qui peut-être est encore là. Les violences sexuelles pendant l'esclavage ne se faisaient pas que sur les femmes. Elles se faisaient sur les enfants aussi, mais aussi sur les hommes. Et de la part, notamment, d'autres hommes. Et ces autres hommes, c'était des colons, en général. Donc des blancs. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un amalgame entre homosexualité et ces violences sexuelles sur les hommes. Donc, je ne sais pas à quel point c'est réel, mais cette haine, en fait, envers les personnes qui sont LGBTQIA+, elle est extrêmement intense. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi, en fait ? Et la seule réponse que j'ai un petit peu trouvée, alors à part ce que tu as expliqué tout à l'heure, Yemanja, sur la masculinité et comment c'était perçu, et dès qu'on s'en éloigne, il faut rentrer dans le rang, il y a aussi cette notion de oui, mais c'est sale, c'est pas bien, etc. Bien sûr, il y a la religion, comme tu expliquais tout à l'heure et tout, mais ça aurait été bien d'aller chercher aussi, parce que c'est quelque chose dont on parle très peu aussi, les violences sexuelles sur les hommes noirs par les hommes blancs, donc les esclaves à l'époque de l'esclavage par les colons, les esclavagistes. Et ces violences étaient appliquées non pas par désir sexuel, mais dans une pulsion de domination, en fait, dans une pulsion de violence. En fait, souvent, on associe les violences sexuelles à du désir pas maîtrisé, etc., alors que non, ce ne sont pas des pulsions sexuelles, ce sont des pulsions de domination. C'est une façon d'asseoir sa domination. Donc, je trouve que c'est important de bien éclaircir, en fait, ce point-là. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement ça crée de la confusion entre la sexualité et la domination, puisque la sexualité a été utilisée comme outil de domination. Et que du coup ça crée aussi une société dans laquelle les rapports sexuels sont violents et sont aussi très performatifs. Je trouve que c'est vraiment dans cette idée-là aussi de pourquoi une telle violence, une telle homophobie, c'est que ça déroge avec cette image, cette caricature, en fait, ce stéréotype d'homme noir, mais aussi il doit y avoir une performance dans la sexualité, et donc ça doit être de telle ou telle manière. Enfin, il y a beaucoup d'imaginaires, en fait, qu'on véhicule autour de ça. Et il y avait autre chose, je voulais revenir, alors je ne sais pas si on peut rembobiner un peu sur ce dont tu parlais tout à l'heure, en termes de culture, en fait, et de spiritualité. Et en fait, ça me faisait penser au fait que le colonialisme, selon moi, c'est un système qui est tentaculaire. Et du coup, il s'appuie sur différentes tentacules pour pouvoir continuer d'exister. Ce qui fait que si on en coupe une, il y en a quand même encore d'autres. Et déjà, pour réussir à en couper une, c'est pas facile. Et en fait, parmi ces tentacules, je pense qu'il y en a une qui est axée autour de la culture. Et que la culture, parce qu'en fait, toujours dans cette idée de pour faire peuple, il faut s'appuyer sur une culture commune. Et que la culture commune, elle est basée à la fois sur le partage d'une langue. Donc quand tu parlais de la créolophobie, en fait, si on empêche aux gens d'avoir la même langue, on empêche
à un peuple de se former, puisqu'on empêche une culture commune de se créer. Si on empêche à un peuple d'avoir une spiritualité commune, en fait, on empêche à un peuple de se former, puisqu'on casse en fait tout ce qui peut former une culture. Déjà, de base, le principe même en fait de l'esclavage, c'est une déportation. Donc on casse des familles et on casse des systèmes culturels pour en reformer de nouveaux. Donc on a déjà un énorme traumatisme là, et en fait, à l'intérieur de ça, même avec le temps, c'est le même système qui se perpétue de s'attaquer à la culture et donc mettre en place une culture hégémonique qui va être la culture alors occidentale, mais surtout française, du coup, qu'on va inculquer ici, notamment dans l'éducation, par l'éducation nationale et tout ça. Et également, en fait, de diaboliser, comme tu disais, d'autres spiritualités pour qu'en fait, on en ait peur. Si on a peur de nos propres cultures, on ne s'en rapproche pas et donc on s'éloigne aussi de la possibilité de faire peuple, de s'allier, et que, effectivement, c'est ça qui fait le plus peur, en fait, à un système colonial, c'est que les individus se rendent compte des rouages de ce système et s'allient, en fait, et que si on arrivait à s'allier et à faire peuple, on aurait un pouvoir et une force de frappe qui est terrifiante, en fait, pour le colonialisme. Et même en fait au niveau, tu parlais au niveau collectif, effectivement, et aussi au niveau juste individuel en fait. La crise identitaire dans laquelle on se trouve en permanence en tant que Martiniquais, Martiniquaise, elle est terrible parce que on est en fait entre deux systèmes. Il y a notre africanité qui a survécu pendant tous ces siècles. En même temps, il y a eu d'autres influences de différents peuples. Et en même temps, il y a ce système, cet impérialisme. Surtout qu'en plus, la façon dont la Martinique, on va dire, a été colonisée, c'est par assimilation. Donc, en fait, tout était fait, comme tu dis, pour, alors pas seulement diaboliser et invisibiliser, pour cacher, en fait, une certaine vérité. Moi, je me souviens que ça m'avait choquée quand j'étais au lycée. On a eu un cours, je crois, bien 4 cours sur la Shoah, sur, cette catastrophe, etc. Et par contre, sur l'esclavage, déjà les effets positifs de la colonisation, ça, j'y ai eu droit. Et il y avait un tout petit, je crois, 1 ou 2 heures de cours sur ça. Même pas 2. Et vraiment, ça m'avait choquée parce que je me suis dit, mais moi, en tant que Martiniquaise, moi, ce que j'ai envie, c'est de savoir l'histoire de mon pays, comment est-ce que, justement, la société était à l'époque, comment on s'organise maintenant, en fait. Et il y a aussi cette phrase qui revient souvent, « Ah oui, mais il faut laisser le passé au passé, il faut arrêter de revenir sur ça. » Ça, c'est précisément une phrase qui va permettre de maintenir, en fait, ce fameux statu quo, de maintenir, en fait, cette domination, parce que si on ne se rappelle pas, si on ne sait pas, on est vulnérable et on est confus à l'intérieur de nous-mêmes, on est confus individuellement et collectivement parce qu'on ne sait pas d'où on vient, qui on est, pourquoi, quoi. Et en tant qu'être humain, on a un certain nombre de besoins, on a besoin de savoir. Alors, oui, il y a les besoins primaires, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Manger, dormir, boire, respirer, évacuer, etc. Oui, ok. Mais une fois que ça c'est fait, on est des êtres complexes. C'est pas seulement... Donc, on a ce besoin d'identité, ce besoin d'appartenir aussi à une communauté. Et si notre communauté, elle est elle-même perdue, perturbée, confuse, etc., c'est extrêmement difficile ensuite de lutter. Contre quoi on lutte? Pourquoi? On ne sait pas. Mais d'ailleurs, quand tu parles de lutte, comment vous vivez du coup l'intersectionnalité dans les luttes, en tout cas ici, en Martinique? Alors, c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, effectivement, par exemple, pour tout ce qui concerne la lutte de classe, donc la lutte contre la vie chère, etc., je vois qu'il y a beaucoup
personnes qui sont vaillantes, etc. Il y a beaucoup de femmes aussi. Mais justement, est-ce que au sein de ces luttes, on prend en compte en fait les oppressions que les femmes subissent? Est-ce qu'on a vraiment conscience de à quel point, par exemple, cette oppression de classe, donc la vie chère, impacte les femmes, et à quel point, en fait, il faudrait des mesures aussi par rapport à cette intersectionnalité entre ces deux luttes? Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir, mais c'est quelque chose qu'en fait, on doit amener chacune. Et après, dans les différents milieux que j'ai pu fréquenter à ce niveau-là, il y avait des incohérences. Donc, par exemple, on lutte pour les droits des femmes, on lutte pour contre le patriarcat, etc. Mais à l'intérieur de certains systèmes, on reproduit en fait des dynamiques de violence coloristes, on reproduit des dynamiques de violence et des dynamiques oppressives avec, je sais pas, du harcèlement moral, des choses comme ça. Ça, pour moi, ça ne fait pas de sens en fait. C'est anti-intersectionnel. Or, quand même, l'intersectionnalité vient justement du féminisme. Et puis, pareil, dans l'écologie, je vois que c'est je vais dire les choses franchement, je vois que c'est un milieu qui est très, comment dire, eurocentré, voilà. Mais du coup, quid en fait de la place que ces personnes prennent et des opportunités qu'elles. C'est-à-dire que pour moi, quand on veut lutter contre une oppression, il faut avoir conscience que on est souvent opprimés nous-mêmes, mais aussi oppresseurs, dans un certain sens. Donc, c'est à nous, chacune, de donner l'opportunité aux personnes qui sont moins privilégiées et d'utiliser, en fait, son privilège pour faire monter les autres. Et pour moi, c'est une responsabilité individuelle et collective. Donc, quels que soient les espaces, en fait, que ce soit dans le social ou autre, je vois que y a des petits soucis à ce niveau-là de cohérence. On ne peut pas aider des personnes en situation de vulnérabilité et en oppresser d'autres à côté. C'est pas possible, en fait. C'est contre-productif, et du coup, moi, ça vient questionner, en fait, quel est le but réellement de ces personnes. Voilà. Oui, et je te rejoins complètement quand tu dis que c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective. Et je pense qu'en fait, d'adopter une lecture des choses qui est intersectionnelle, ça veut dire aussi être en perpétuelle remise en question. Et autant individuellement que collectivement. Et qu'à partir du moment où on crée une association où on essaye de militer et qu'on œuvre collectivement et qu'on cesse de se remettre en question, qu'on se repose sur nos acquis ou qu'on se dit oui, mais nous, ça fait longtemps qu'on fait ça, on a l'expérience, on a toujours fait comme ça. Pour moi, c'est là qu'il y a du danger, en fait. Pour moi, c'est là qu'on commence à glisser vers aussi des pratiques qui peuvent être violentes, et on aura des œillères puisque, en fait, on remet plus en question les choses. Et que c'est à la fois fatigant, mais en même temps, pour moi, c'est ça tout le sens de œuvrer politiquement. Et quand je dis politique, je parle pas des élections, quoi. Je parle vraiment de comment on fait société, comment on fait peuple, comment on répartit les pouvoirs, comment on s'organise. Ça veut dire qu'on sera tout le temps amené à se remettre en question. Il y aura pas de pause, et c'est toujours à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective sur c'est quoi nos pratiques, pourquoi re-questionner le sens de nos actions et la façon dont on fait les choses. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, parce que en fait très souvent dans l'intersectionnalité, dans les oppressions, en fait souvent on a des œillères, on a un angle mort, en fait. Il y a des personnes qu'on ne voit pas, et on est tellement focus sur les oppressions qu'on vit nous-mêmes, et du coup là en plus souvent on agit à partir de nos traumas, en fait, aussi. Et donc il y a une grosse charge émotionnelle dans la façon dont on intervient, dont on lutte, et cette charge émotionnelle, elle est nécessaire pour le passage à l'action. Et en même temps, des fois, elle nous empêche de voir des choses qui sont dans nos angles morts, parce que c'est pas des oppressions qu'on vit, et c'est justement les endroits où c'est potentiellement les oppressions que nous, on perpétue sur les autres, et que ça demande vraiment, pour moi, c'est nécessaire d'être... la dernière fois, je disais de se responsabiliser, mais aussi de se remettre en question perpétuellement et revérifier est-ce que c'est
est-ce que les espaces qu'on crée sont confortables et sécurisants pour tout le monde, en fait? Et c'est quoi l'horizon vers lequel on veut aller, et pas seulement pour nous-mêmes et à partir de nos blessures, mais collectivement, en fait. Ça me fait penser effectivement que, par exemple, lorsque j'habitais encore à Bordeaux, je voulais m'investir en fait en tant que féministe dans une association, ou voilà, et j'étais surtout cyberactiviste, voilà, et au sein en fait de ces espaces-là, je voyais bien qu'il y avait aussi un problème, c'est-à-dire que c'était majoritairement des féministes blanches. Et c'est là que j'ai pris conscience de cette intersectionnalité. C'est que ces féministes blanches arrivaient à remettre en question le comportement en fait des hommes, mais pas leur comportement en tant que personnes blanches. Donc il y avait les mêmes mécanismes de dissonance cognitive, de déresponsabilisation, de minimisation des vécus, de délégitimisation. Alors, ça veut pas dire que moi, j'ai jamais fait ça ou quoi que ce soit. Hein. On l'a tous fait. On a tous, à un moment donné, été oppresseurs. Donc, c'est pas un jugement. C'est simplement que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris conscience. Ah oui, en fait, moi, je suis afro-féministe. Je suis pas... je suis afro-féministe et il y a des particularités dans mon combat puisque je suis une personne noire et moi mon intérêt c'est aussi que les personnes noires en fait puissent sortir de l'oppression. Donc voilà. Et c'est plus facile de vrai avec des personnes qui ça a croisé aussi des mêmes intersections puisque du coup on les voit très bien en fait. Ça me permet d'aborder une oppression qu'on a tendance justement à pareil négliger, c'est celle qu'on produit sur les quartiers populaires. Il y a beaucoup, par exemple, de personnes qui veulent œuvrer pour les quartiers populaires et les personnes qui vivent dans les quartiers populaires et qui vont relever que ouais, mais ils n'ont pas envie de s'investir, ils n'ont pas envie de faire telle activité, on leur propose des formations, etc. Et en fait, étant issu en plus de ces quartiers-là, même si je suis de classe moyenne, mais de ces quartiers-là, je vois bien à quel point c'est toujours les mêmes formations qui sont proposées depuis même des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours les mêmes trucs. On va les pousser à aller vers des activités qu'ils n'ont pas envie de mener. C'est-à-dire que même le travailleur social a du mal à comprendre que, en fait, à travers la formation que tu proposes, la formation que tu proposes, c'est quoi? Ils vont s'enfermer dans un bureau climé où on va leur faire plus de théorie que de pratique. Est-ce que tu crois vraiment que des gens qui sont oppressés par le fait qu'un système qui est très théorique continue en fait à toujours en fait les mettre dans ce côté où on va faire de la théorie alors que ce sont des choses qu'ils rejettent et qui sont justement à l'intersection de plusieurs aussi dominations. Et en fait, forcément, ça fait que on est bien content de les solliciter quand on a des luttes à mener parce que c'est ceux qui sont les plus hardis à utiliser la violence, mais en même temps, en fait, toute l'année, c'est eux qu'on rejette, en fait, c'est eux sur lesquels on fait un travail de sape pour pouvoir les déshumaniser, les diaboliser. Le loulou c'est ci, le loulou c'est ça, etc. Même dans les sketchs, je trouve qu'on est très sur la figure du loulou parce que c'est facile finalement de s'attaquer à eux. Comme celle de la femme. Oui, exactement. Maintenant, par exemple, ils se sont mobilisés récemment sur la vie chère. À quel moment on les a remerciés? J'ai même vu des posts où on disait « Allez les loulous, qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous » Alors attendez, toute l'année, on est la risée de la société, le mal fini parce que c'est des tueurs, il y a des braquages, il y a des trafics de cocaïne. Et puis là, quand on en a besoin, on se permet de dire « Allez les loulous, vous êtes où ?» Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Et surtout, où est le mouvement quand les loulous derrière qui ont braqué, qui ont fait des actions et où il y avait beaucoup de gens qui étaient contents que ces personnes-là fassent ces actions-là, mais derrière, il va y avoir des représailles. En fait, il va y avoir des sanctions pénales et ça va pas être médiatisé. Et du coup, nous, en fait, en tant que population, tous ceux qui appelaient les loulous à venir militer, en fait, est-ce qu'ils seront là aussi quand il y aura des procès? En fait, est-ce qu'ils seront là pour les défendre parce que justement, c'est dès qu'il y a une visibilité, dès qu'il y a l'opinion publique, dès qu'il y a une visibilité médiatique, que ces procès-là, comme on a vu pour le R ou quoi, qu'il y a plus de chances qu'on fasse peser dans la balance, qu'on mette du poids dans la balance pour que il y a une décision pas trop dure, quoi. Et que là, ils vont être seuls face à la justice.
Alors, mesdames, on arrive à la fin, donc c'est super intéressant. On pourrait rester là effectivement encore 1 heure. Il y a juste une chose dont on n'a pas parlé et qui pour moi est très importante, c'est le validisme. Et alors, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, mais c'est Stéphanie Follat qui en parle très bien. Si vous voulez, on a déjà fait des interventions avec elle où elle nous a assisté en fait dans les chiffres, et je trouve que c'est encore une fois une oppression qui est très invisibilisée, alors que le validisme, en fait, ça touche pas seulement les personnes en fauteuil roulant, par exemple. C'est aussi la psychophobie. Et on a un taux, en fait, au niveau de la santé mentale en Martinique qui est une santé mentale désastreuse du fait de tous des traumatismes, etc. Et qui sont pas traités parce que aller chez le psy, c'est être fou. Et tous ces stéréotypes, alors qu'aller chez le psy, c'est le médecin de la tête. C'est quand vous avez une fracture, vous allez voir un médecin, c'est la même chose. Eh bien, ça fait que on se retrouve avec beaucoup de schizophrénie, beaucoup de bipolarité, beaucoup de dépression, etc. Beaucoup de personnes qui tombent dans les addictions. On en voit tous les jours. Et pour moi, ça aussi, c'est du validisme. C'est l'oppression envers les personnes qui ne sont pas... qui sont dans une situation d'handicap. Donc, un mot de la fin pour finir. Moi, si je devais dire quelque chose, ce serait que c'est souvent lorsque on manque de pouvoir dans certaines parties de notre vie, on se sent en fait dominé. C'est là où il faut être vigilant, parce que c'est à ce moment-là que n'importe qui peut aller essayer, vous allez peut-être essayer de reprendre du pouvoir dans d'autres parties de votre vie. Et c'est là, en fait, où on va aller au plus simple. Par exemple, dans le cas du harcèlement scolaire, c'est l'enfant qui est un peu différent. Voilà. Donc, on est tous opprimés et oppresseurs. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et c'est à nous de se... comportement, en fait. Le mot de la fin, comportement. Et merci de nous avoir invités, d'avoir permis en fait aussi de rendre plus visible, de pouvoir parler de ce sujet-là où c'est pas si souvent en fait qu'on a l'occasion de mêler autant de problématiques à la fois et de les aborder avec cette complexité. Et du coup, je trouve que c'était super intéressant. Donc merci beaucoup. Donc effectivement, on n'a pas pu aborder la grossophobie. Donc l'oppression envers les personnes de forte corpulence en tout cas. On n'a pas pu aborder aussi les violences éducatives ordinaires, donc l'adultisme ou l'enfantisme, mais c'est des choses qu'on pourra développer, et ça fonctionne comme on l'a dit, toujours sur les mêmes mécanismes, on déshumanise et ça permet effectivement ensuite de dominer. Donc le fait que par exemple on considère qu'un enfant n'est pas un être humain à part entière, qu'il n'a pas totalement son intégrité mentale ou physique, et qu'on peut se permettre du coup d'agir sur lui avec une certaine violence. Oui, je pense que ce serait intéressant peut-être de faire une émission entière sur l'éducation et les violences éducatives et le lien avec le colonialisme, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission. C'est clair. C'est pour ça justement qu'il faut continuer de suivre Tchoupoutet et de venir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se lient par le lien justement qu'on a fait à travers l'intersectionnalité. Donc en tout cas, merci mesdames, je vous remercie parce que c'était 2 émissions de haute qualité. Ça a permis effectivement de parler d'un sujet qu'on traite peu et pourtant qui est nécessaire pour nos combats. Et donc comme tu as pu le dire, Neil, on nous garde des colons qui en dit dans nous. Parce que nous, toutes colons. que nous les, que nous parler, nous, toutes colons. Donc, travaillons là-dessus et effectivement, continuons à pratiquer, à se responsabiliser pour effacer ces traces. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est à la fois oppresseur et opprimé dans un système. Et c'est facile de reconnaître son côté opprimé, mais il faut maintenant travailler sur son côté oppresseur si on veut faire peuple. Merci. Donc, Tchoupoutet, on le répète, donc c'est en TV le lundi et le samedi matin, le lundi à 17h30. Il y a une rediffusion aussi qui sera mise sur le YouTube, en tout cas à partir de lundi, justement, 18h30. Continuez à nous suivre, donc c'est là, toutes les semaines, on fait ce travail de déconstruction. Merci encore de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.